Je me souviens que c'était un mardi soir, il y a presque 10 ans, quand mon téléphone s'est allumé avec le message qui allait changer ma vie. Il était un peu après 9 heures du soir, et j'étais allongé sur le canapé, en train de regarder un peu la télévision, quand j'ai reçu une notification de message venant d'un numéro inconnu. Curieux, j'ai attrapé mon téléphone, puis j'ai senti une légère montée d'adrénaline en voyant qui avait envoyé le message. Il disait simplement « Salut Hashan, c'est toujours ton numéro ?» C'est Laura de Leeds. Quelques années plus tôt, Laura et moi étions sortis ensemble pendant environ 6 mois, et même si au début c'était très fun, ça n'avait pas duré. Elle était belle, intelligente et brillante, mais aussi intense. Très intense. J'ai toujours trouvé la passion attirante, mais Laura était obsédée de manière presque maladive par l'amélioration personnelle. Et ce n'était pas du genre guérison des traumatismes du passé. Là, c'était plutôt maximiser son potentiel. Et même si j'étais souvent d'accord avec ses idées sur la discipline personnelle et la responsabilité radicale, elle allait parfois beaucoup trop loin. Je pense que le meilleur exemple, c'est sa réaction quand j'ai donné quelques pièces à un sans-abri pendant un de nos rendez-vous. On avait tous les deux bu un peu, et il faisait vraiment glacial dehors, alors je lui ai donné quelques pièces pour qu'il puisse s'acheter une tasse de thé ou autre chose. Laura n'a rien dit sur le moment, mais quand je lui ai demandé pourquoi elle me faisait la tête, elle s'est lancée dans un discours expliquant à quel point les sans-abri étaient pathétiques, qu'ils devaient apprendre à se débrouiller seuls, et que j'étais un idiot de leur donner de l'argent, parce qu'il allait forcément le dépenser en alcool ou en drogue. J'avais juste donné quelques pièces pour qu'ils prennent un café un soir froid. Et même si je savais que Laura avait un peu bu, j'ai trouvé sa réaction vraiment exagérée face à ce qui était un simple geste de gentillesse. Et je suppose que ça a marqué le début de la fin. Au fil des semaines, son emploi du temps est devenu de plus en plus chargé et on a commencé à s'éloigner. C'est elle qui a mis fin à la relation. Et même si je dois avouer que j'ai été un peu triste pendant quelques jours, j'ai vite compris que j'étais mieux sans elle. J'ai supprimé son numéro, repris ma vie en main, et je suis retourné dans le monde des rencontres, quand je me suis senti prêt. Mais le manque de succès est vite devenu une vraie traversée du désert. Et quand Laura m'a envoyé ce message, ça faisait presque 8 mois que je n'étais pas allé à un seul rendez-vous. Je me souviens avoir fixé l'écran de mon téléphone, relu le message encore et encore, le pouce figé au-dessus des touches. Puis, soudainement, j'ai entendu une voix dans ma tête. Enfin, pas littéralement, je ne suis pas fou, mais je me suis dit « Ne le fais pas. Je sais que c'est tentant, mais ne le fais pas, mec. » Laura n'était pas exactement une mauvaise nouvelle, mais elle avait toujours été difficile à gérer. Et je me serais senti comme un vrai crétin si je refaisais exactement la même erreur. Mais bon, ma vie amoureuse était un désert total, et la curiosité me tiraillait. Alors j'ai commencé à rédiger une réponse. Je l'ai tapée, puis réécrite 4 ou 5 fois, jusqu'à ce qu'elle paraisse aussi neutre et désinvolte que possible. « Hey, content d'avoir de tes nouvelles. Quoi de neuf ?» Elle a répondu en quelques minutes seulement. « Je vais être honnête, je ne nous ai pas vraiment donné une vraie chance la première fois. Je n'étais pas prête pour une relation, mais je le suis maintenant. Je pense souvent à toi. Ces mois-là ont été parmi les meilleurs que j'ai vécus avec quelqu'un. Si tu n'es pas partant, je comprendrai. Mais l'offre tient toujours. » J'ai dû relire ce message 3 ou 4 fois, juste pour m'assurer que je ne me trompais pas. J'ai même vérifié qu'elle avait bien signé Laura dans son premier message, parce que ça ne lui ressemblait pas du tout. La Laura que je connaissais était distante, absorbée par son travail, un pied déjà dehors. Ce message-là était brut, honnête, un peu vulnérable aussi, et ça m'a bouleversé. J'y ai réfléchi 1 ou 2 minutes, et plus j'y pensais, plus l'idée me séduisait. Tu vois, elle n'avait pas tort. Les premiers mois avec elle avaient été incroyables, et une bonne partie de ma frustration venait du fait qu'elle ne faisait aucun effort, alors qu'on avait une belle alchimie. Mais maintenant, si elle était prête à s'investir, alors peut-être, juste peut-être, que je me devais d'en avoir le cœur net. On a échangé encore quelques messages pour clarifier les choses, puis, une fois que j'ai été convaincu qu'elle était sincère,
Je lui ai proposé un rendez-vous que j'ai qualifié de premier, deuxième rendez-vous. On s'est mis d'accord pour se retrouver ce dimanche-là, dans un nouveau resto moyen-oriental que j'avais envie de tester. Et comme le lendemain était un jour férié, on pouvait se permettre de veiller un peu plus tard, ce qui n'aurait pas été possible un soir de semaine. Ce dimanche, je suis arrivé un peu en avance au restaurant, alors je suis resté dehors, les mains dans les poches, à observer la rue. C'était début mai, donc je n'avais pas trop froid, en chemise et jean, et j'étais content d'attendre dehors jusqu'à ce que Laura arrive. Mais 5 minutes ont passé, puis 10, et quand le quart d'heure s'est écoulé, j'ai commencé à me dire qu'elle avait changé d'avis. J'ai vérifié mon téléphone, pas de message, pas d'appel manqué. Et là, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'agacement, en pensant, du Laura tout craché, de belles promesses, zéro exécution. Mais juste au moment où j'allais lui écrire, elle est apparue, déboulant au coin de la rue, ses talons claquant sur le trottoir. Et elle était magnifique. Elle était brune quand on sortait ensemble. Mais là, ses cheveux blond sable étaient ramenés en arrière. Elle portait une robe noire qui lui allait comme si elle avait été faite sur mesure. Elle avait toujours été mince. Elle allait à la salle de sport 3 fois par semaine quand on sortait, ensemble. Mais là, elle avait l'air de pouvoir être coach de fitness. Elle semblait fine et forte, comme si elle avait été sculptée. Et en s'approchant, elle s'est excusée d'être en retard, mentionnant que sa séance de pilates s'était prolongée, puis elle a terminé par « Tu as bonne mine ». J'ai dû rougir à ce compliment, probablement aussi à cause de son apparence, mais c'est vraiment cette phrase qui m'a achevé. Je l'ai remerciée et elle m'a adressé un petit sourire satisfait. Ensuite, on est entré dans le restaurant et je me suis senti comme si j'avais gagné à la loterie. Le dîner a été encore meilleur que ce que j'espérais. Leur cuisine était peut-être halal, mais leur bar ne l'était pas. Et notre serveur iranien nous a offert un service tellement excellent qu'on a terminé 3 bouteilles de vin, avant même que les menus des desserts arrivent. Laura était différente, elle aussi. Elle riait davantage. Elle écoutait quand je parlais. Puis elle posait des questions comme si ça l'intéressait vraiment. L'ancienne Laura aurait été collée à son téléphone ou aurait tenté de ramener chaque conversation à son travail ou à l'optimisation de soi, mais ce dimanche soir-là, elle n'a parlé de travail qu'une seule fois, puis s'est tout de suite arrêtée en disant quelque chose comme « Non, pas ça, pas de boulot, juste nous deux ». Et cette Laura-là, je l'aimais bien, vraiment bien, et si c'était ainsi qu'elle envisageait les relations, alors j'étais partant. On a goûté une demi-douzaine de petites assiettes, partagé 2 plats principaux et un dessert, puis on a vidé une 3e bouteille de vin pendant que le restaurant se vidait. Quand l'addition est arrivée, elle s'élevait à 190 livres, sans le pourboire. Mais vu la soirée incroyable qu'on avait passée, ça en valait largement la peine. Laura a attrapé son sac, puis s'est arrêtée. « J'ai une confession à te faire. » Bouge, a-t-elle dit. J'ai souri. « Ne me dis pas que tu as oublié ton sac, ce vieux gag. » Elle n'a pas ri. « Non, ce n'est pas ça. C'est autre chose. » Et l'ambiance a brusquement changé. Je me suis calé dans ma chaise, attendant qu'elle parle. Elle a pris une grande inspiration, puis elle a commencé. Quand Laura a décidé qu'elle était prête à se remettre à fréquenter quelqu'un, elle a essayé les applis. Elle a rencontré un type. Il avait l'air super, mais après quelques semaines, il a changé. Il est devenu jaloux, contrôlant. Et bientôt, elle a commencé à avoir peur qu'il devienne violent. Laura a expliqué qu'elle avait mis fin à la relation il y a quelques mois, mais qu'il ne la laissait pas tranquille. Et au cours des dernières semaines, il avait commencé à se montrer devant chez elle, tard dans la nuit. Et parfois, je le vois de l'autre côté de la rue, juste debout là, m'a dit-elle. Et ces derniers temps, ça empire. J'ai peur. Je lui ai dit combien j'étais désolé. Et je lui ai demandé si elle avait contacté la police. Elle l'avait fait, mais comme le gars n'avait enfreint aucune loi, il ne pouvait rien faire. Une fois qu'elle avait tout expliqué, Laura a hésité, puis m'a regardé en disant « Tu veux bien venir chez moi, juste pour un verre ?» Juste pour vérifier qu'il n'est pas là. Je me sentirais mieux si tu étais là. Et j'aurais dû dire non, même avec tout ce vin qui m'était monté à la tête.
Cette voix d'alerte était revenue, plus forte cette fois, criant de m'éloigner. Mais Laura avait vraiment l'air bouleversée. Alors j'ai pensé que ce serait vraiment mesquin de ma part de l'abandonner là. Et puis, je dois l'avouer, je n'étais pas encore prêt à ce que la soirée se termine. Boire quelques verres de plus chez elle me paraissait parfait. Après que j'ai accepté, Laura m'a adressé un sourire soulagé. Puis on a appelé un taxi. On a demandé au serveur si on pouvait attendre à l'intérieur. Et comme on avait dépensé près de 200 livres, il a été indulgent. 10 minutes plus tard, un van noir s'est garé devant. Un simple véhicule avec des vitres teintées. En sortant, le chauffeur a ouvert la grande porte coulissante avec un sourire. Il nous a dit que ce véhicule était le seul disponible, mais qu'il n'y aurait aucun supplément pour le format plus grand. Je l'ai remercié pour sa gentillesse. Puis j'ai suivi Laura jusqu'à la rangée du milieu, avant qu'il ne referme la porte derrière nous. On a continué à discuter pendant que le van démarrait. Je me souviens de la façon dont Laura s'est penchée vers moi pendant qu'on bavardait, son bras frôlant le mien. Je l'ai laissé faire et j'ai ressenti cette sensation familière d'un rendez-vous, qui se passe bien, détendu, mais excité avec le vin qui rendait tout un peu flou autour. Et puis je l'ai entendu, un bruit venant du siège derrière moi, un froissement doux comme si quelqu'un bougeait. J'ai tourné la tête. Mais avant même de voir quoi que ce soit, quelque chose s'est resserré autour de mon cou, tirant si fort que ça m'a mordu la peau. J'ai saisi ce qui me serrait, mes doigts cherchant désespérément à s'en débarrasser. Mes poumons se sont bloqués, ma vision s'est brouillée, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé en toussant, la gorge en feu, et en essayant de parler. J'ai réalisé que ma bouche était bourrée d'un chiffon, qui avait le goût d'huile et de sueur. J'ai tenté d'ouvrir les yeux, mais je ne pouvais pas. Un bandeau était serré contre mes paupières, si fort qu'il m'écrasait les tempes. J'ai ensuite essayé de bouger les bras et les jambes, mais mes poignets et chevilles étaient attachés, avec des colliers de serrage en plastique qui coupaient la circulation. Je sentis la panique m'envahir. Je me débattis, je donnais des coups de pied, essayant de crier à travers ce bâillon, mais une voix très basse et rauque, d'après ce dont je me souviens, retentit soudain derrière moi. « Bouge encore, et tu es mort !» Je continuais de lutter, tirant sur mes épaules, tordant mes poignets jusqu'à ce que les attaches en plastique me donnent l'impression de trancher ma peau. Puis soudain, la pression autour de ma gorge revint. J'essayais de reprendre de l'air, mais rien ne remplissait mes poumons. Je me souviens alors de ces étincelles blanches, dans l'obscurité derrière mon bandeau, juste au moment où la voix de Laura perça le vacarme ambiant. « Arrête de te battre !»« Sharon !» m'en dit-elle. Calme-toi. Ça fera moins mal si tu te laisses faire. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Mon cerveau refusait de connecter les points pendant une seconde, jusqu'à ce que ça me frappe. Laura. Laura était derrière tout ça. J'ai cessé de me débattre, pas parce que je le voulais, mais parce que si j'avais la moindre chance de survivre, je devais attendre. Je devais réfléchir. Je me souviens m'être effondré contre le siège, respirant difficilement par le nez et m'être contenté d'écouter. Le vent roulait depuis ce qui me semblait une éternité. Chaque bosse me transperçait la colonne vertébrale. Chaque virage me soulevait le cœur. J'ai essayé de compter les minutes, d'être attentif à n'importe quel indice sûr qui m'avait enlevé ou où j'étais emmené. Mais la peur brouillait complètement mon esprit. Mes mains étaient engourdies à force que les attaches soient trop serrées, et le bâillon m'empêchait d'avaler correctement, ce qui faisait que la salive s'accumulait dans ma gorge, me faisant suffoquer régulièrement. Laura n'a plus prononcé un seul mot, et personne d'autre non plus. Il n'y avait que le ronronnement du moteur, le bruit de la circulation à l'extérieur, et de temps en temps, le son de l'homme derrière moi qui se raclait la gorge. Quand le van s'est arrêté, la porte à côté de moi a glissé et 2 paires de mains gantées m'ont violemment arraché du siège. Ils m'ont traîné dehors, mes pieds nus heurtant du gravier qui m'entaillait la plante des pieds. J'ai trébuché, mais ils ne m'ont pas laissé tomber. 2, peut-être 3 hommes ont continué à me traîner vers l'avant. Le gravier est devenu de l'herbe, puis j'ai entendu des branches craquer. L'air avait changé, il était humide, lourd. Je pouvais sentir l'odeur du pain, de la terre et une légère trace de fumée.
Mes jambes tremblaient, mais les hommes continuaient de me traîner. L'un d'eux avait son pouce enfoncé dans la chair, juste au-dessus de ma clavicule. Je crois que c'était un de ces points de pression dont j'ai entendu parler. Mais bon sang, je ne savais pas qu'un truc pouvait faire aussi mal. Ils m'ont traîné pendant 10, peut-être 15 minutes. Et puis tout à coup, ils se sont arrêtés. L'herbe frôlait de nouveau mes pieds. Un silence de mort remplissait l'air. Pas de vent, pas d'oiseaux, juste le son de ma respiration saccadée. Je suis resté debout quelques instants, et puis, soudain, ils ont commencé à me soulever dans les airs. Mon estomac s'est noué, puis j'ai senti du bois sous mes pieds. Ils m'avaient posé sur une sorte de plateforme. Elle grinçait sous mon poids pendant qu'ils me repoussaient, contre un poteau rugueux et plein d'échardes, me ligotant avec des cordes qui rappètent ma peau. Puis vinrent les couteaux. J'ai senti le froid du métal glisser sur ma poitrine, et j'ai recommencé à hurler à travers le bâillon. Je croyais qu'ils allaient m'arracher le cœur, ou quelque chose comme ça. Mais soudain, j'ai entendu le bruit du tissu, qui se déchirait. Ils étaient en train de me couper ma chemise. Le jean suivit. Je sentis une piqûre glacée lorsqu'une lame entailla ma cuisse. Ils ne se sont arrêtés que lorsque j'étais complètement nu, et je pouvais sentir l'air de la nuit sur presque chaque centimètre de ma peau. Puis, j'ai commencé à entendre un bruit en dessous de moi, des claquements, comme du bois qu'on empile, des objets lourds qu'on posait au sol, alors que des hommes grognaient sous l'effort. Ensuite, mon bâillon fut retiré, et le bandeau aussi. Mes yeux pleuraient, s'adaptant à la lumière vive des torches enflammées. Et c'est là que j'ai vu où j'étais. Mes genoux ont cédé. J'étais dans une sorte de clairière qui semblait profondément enfouie dans une forêt. Et à ma stupéfaction horrifiée, j'ai vu que j'étais entouré d'une foule de silhouettes en robe à capuche. Leurs visages étaient cachés derrière des masques lisses, sans traits, comme des ardoises vides. Certains tenaient des torches, les flammes crépitant et projetant des ombres déformées sur les arbres. Les hommes qui m'avaient traîné jusque-là portaient des tenues tactiques, uniformes noirs, masques, armes attachées à leurs hanches. Ils empilaient du bois sous la plateforme. Soudain, l'un d'eux apparut avec un jerrycan imposant. Il s'approcha du tas de bois sous moi, le renversa, puis commença à verser de l'essence partout. Le bois s'en imprégna et l'odeur chimique violente me saisit les narines presque instantanément. Un deuxième jerrycan suivit, puis un troisième. Ce liquide nauséabond glougloutait alors qu'il imbibait la pile de bûches et de branches. C'était un véritable cauchemar éveillé. J'ai tenté de crier, mais ma voix s'est brisée, à peine audible. Je ne parvenais presque plus à articuler, mais je les suppliais quand même d'arrêter, alors que les vapeurs commençaient à me brûler le nez, le visage, la gorge. Les hommes en uniforme noir ne levèrent même pas les yeux. Ils continuaient comme si je n'existais pas. Je tirais sur les cordes, le poteau s'enfonçant dans mon dos, mais je ne pouvais pas bouger. L'essence coulait encore. Le tas sous moi devenait noir, glissant, et l'odeur si forte qu'elle en devenait palpable dans ma bouche. Puis, une silhouette s'avança depuis la foule, tenant une de ses torches enflammées au-dessus de sa tête. Les autres se sont écartés en silence, observant avec révérence la silhouette qui avançait. Sa robe et sa manière de se mouvoir donnaient l'impression qu'elle glissait vers moi. Elle portait une capuche comme les autres, mais son masque était différent. Il était sombre, à presque couleur ardoise, mais contrairement aux autres, il était décoré de symboles pâles, étranges, que je ne reconnaissais pas. Après s'être détaché de la foule, il s'est arrêté, s'est tourné, puis a commencé à s'adresser à eux dans une langue que je ne comprenais pas. Et je ne suis pas idiot non plus. Je sais reconnaître le français, l'espagnol ou l'allemand quand je les entends, et je suis un grand fan de films d'horreur coréens et de vieux films d'action hongkongais. Je ne suis pas un expert en langue, mais j'ai l'oreille fine, et ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà entendu. Les mots roulaient, tranchants et rythmiques, et de temps en temps la foule répondait par des chants brefs et aboyés qui résonnaient à travers les arbres. Quand la figure masquée eut terminé de parler, elle se tourna vers moi, puis leva la torche enflammée bien haut au-dessus de sa tête. La flamme dansait, et à environ 3 mètres de moi, il commença à avancer. À 2,40 mètres,
Les chants de la foule se firent plus forts, de plus en plus forts, pendant que je me débattais de plus en plus violemment. Les cordes entaillaient mes poignets, les rendant glissants et douloureux, couverts de plaies sanglantes. À 1,80 m, je pouvais sentir la chaleur de la torche lécher ma peau. J'ai hurlé, un son brut, bestial, en me tordant contre le poteau de bois. À 1,20 m, les flammes remplissaient mon champ de vision, tandis que la foule commençait à hurler, et là, j'ai complètement perdu pied. J'ai crié, j'ai sangloté. Je les ai suppliés, mes paroles se transformant en un charabia paniqué, alors que morve et larmes coulaient le long de mon visage. J'ai fait et dit des choses que je ne me savais même pas capable de faire. J'ai promis des choses que je ne pourrais jamais tenir. Je me suis rabaissé de manière que je ne me pardonnerai jamais. J'ai prié pour qu'ils m'écoutent. Je les ai suppliés de revenir à la raison. Mais les chants de la foule ne faisaient que s'amplifier, jusqu'à ce que je ne puisse même plus m'entendre hurler. Je regardais, horrifié, la silhouette masquée réduire lentement la distance entre nous, abaissant progressivement la torche, jusqu'à ce qu'elle soit à moins d'1 mètre du tas imbibé d'essence. Encore quelques secondes, et j'allais être englouti par les flammes, étouffant dans la fumée, sentant ma peau cloquer et noircir. Mais alors que je croyais que la torche allait être lâchée sur le bois, la figure la leva de nouveau dans les airs, et la foule se tut immédiatement. Je me figeais, fixant en silence la torche enflammée, tandis que la silhouette faisait quelques pas en arrière. Puis après quelques secondes de silence, elle laissa tomber la torche au sol, releva légèrement sa robe, et écrasa les flammes du talon d'une longue botte noire. Ma tête tournait pendant que les braises sifflaient en s'éteignant. Je n'arrivais plus à respirer. Je ne parvenais plus à penser correctement. Je voulais ressentir du soulagement, mais je n'y arrivais pas. Peut-être que je n'avais pas évité la mort, seulement retardé l'inévitable. Puis, la seconde suivante, l'un des hommes en tenue tactique grimpa sur la plateforme. Ses bottes résonnaient sur le bois derrière moi. Il remit le bandeau sur mes yeux, le bâillon dans ma bouche, puis coupa les cordes qui me liaient au poteau. Mes bras tombèrent inutiles, engourdis par la terreur totale que je venais de vivre. Ensuite, ils me traînèrent hors de la plateforme. Mes jambes ne me portaient plus quand je touchais le sol. Je trébuchais et tombais, puis ils me remirent debout. Il fallut une éternité pour que mes jambes puissent de nouveau me soutenir. Mais je pense que je n'ai marché que 4 ou 5 minutes avant d'entendre, une fois de plus, le bruit d'une porte de vanne qui coulisse. Ils m'attachèrent les poignets et les chevilles, me jetèrent à l'intérieur, et après que la porte ait claqué derrière moi, le van repartit. Je me souviens seulement d'être recroquevillé et grelottant, tout espoir m'ayant quitté. J'étais convaincu que j'allais mourir, mais il n'y avait aucune échappatoire. Tu peux donc imaginer ma stupéfaction quand, soudainement, le van s'arrêta. Ils coupèrent les attaches de mes chevilles, puis me tirèrent sur la route. Je m'écrasai au sol, la saleté et les cailloux me griffant les genoux, et j'entendis le bruit du van qui s'éloignait en trombe. Je pensais que quelqu'un allait surgir et me saisir de nouveau. Mais après quelques secondes de silence total, j'ai tiré sur mon bandeau, et j'ai vu que j'étais seul. J'étais sur un chemin de terre, au milieu de nulle part. Pas de maison, pas de voiture, juste des champs vides tout autour de moi. Mes poignets étaient encore attachés par des liens en plastique, et j'étais toujours complètement nu, mais je pouvais marcher. Je me suis relevé, chaque articulation me lançant, et j'ai commencé à avancer sur le chemin. Je n'avais jamais eu aussi froid de toute ma vie. C'était comme si le vent me transperçait, mais j'ai continué. Un pas, puis un autre, lentement mais sûrement, en priant de ne pas mourir d'hypothermie avant de trouver de l'aide. Mes pieds étaient à vif, saignant à cause des cailloux et des coupures. Quand j'ai enfin aperçu un petit cottage au loin, c'était une maisonnette charmante, avec un toit de chaume, comme sur une carte postale. Mais voilà que j'avançais en titubant sur le chemin complètement nu. C'était absolument surréaliste. J'ai titubé jusqu'à la porte et j'ai frappé dessus, avec des poings faibles mais désespérés. Une femme d'âge moyen, en robe de chambre, a ouvert, et dès qu'elle m'a vu, elle s'est mise à hurler comme une vraie banshee. Son mari a accouru derrière elle, une batte de baseball à la main, et il s'apprêtait à me passer à tabac, jusqu'à ce qu'il voie les liens autour de mes poignets. Alors il s'est arrêté net. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage.
la manière dont ses yeux se sont écarquillés en comprenant ce qu'il regardait. Il est resté figé, a juste soufflé « Seigneur Jésus ». Puis est retourné à l'intérieur chercher quelque chose pour que je puisse me couvrir. Ils m'ont apporté une couverture, m'ont préparé une tasse de thé, puis m'ont laissé prendre une longue douche chaude pendant qu'ils appelaient la police. L'eau chaude me piquait les poignets, les chevilles et la plante des pieds, et je restais là, tremblant, regardant le sang et la saleté tourbillonner dans la bonde, en grimaçant à chaque douleur en me lavant. Juste avant l'arrivée des policiers, le gentil couple m'a donné des vêtements de rechange. Seulement un pantalon de jogging, trop grand, et un t-shirt délavé, mais pour moi, ça voulait dire le monde entier. Après ça, je me suis assis dans leur cuisine, en attendant la police, pendant que le couple murmurait dans la pièce voisine. Quand le seul officier est arrivé, je les ai remerciés pour tout, et nous sommes sortis jusqu'à sa voiture de patrouille. Après m'être assis à l'arrière, je lui ai raconté tout, le dîner, le van, la forêt, les silhouettes encapuchonnées. Il a tout noté, puis, d'un ton très neutre, m'a demandé « Combien avez-vous bu ce soir ?» Et je lui ai dit « On a bu 3 bouteilles, réparties assez équitablement. » J'étais saoul, mais pas au point de m'évanouir. Je n'étais certainement pas inconscient. Il n'a pas contesté, mais je voyais bien qu'il n'y croyait pas. Ils ont retrouvé Laura et le chauffeur de taxi, mais leur récit ne correspondait pas. Ils affirmaient que j'étais complètement ivre, que j'avais exigé qu'ils arrêtent le taxi pour vomir, et qu'après ça j'étais parti dans un champ sombre, sans jamais revenir. Ils avaient un reçu du restaurant, des horodatage, tout. Et le téléphone de Laura s'est éteint après cela. Plus de réponse, plus aucune trace d'elle. Puis, au bout d'un moment, la police a juste abandonné. Comme souvent avec la police britannique, incapable et inefficace, ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves, qu'ils ne pouvaient pas retrouver cette fille, Laura, avec qui j'étais sorti. Et tant que je ne me souvenais pas de son adresse ou de l'endroit où on m'avait emmené, il n'y avait rien de plus à faire pour leur enquête. Les éraflures à mes poignets ont guéri, mais les cauchemars, non. J'ai tenté de faire mes propres recherches pendant un moment, mais cela a eu un sérieux impact sur ma santé mentale. Je suis descendu dans de nombreux terriers de lapins, explorant les pratiques wiccanes et occultes, mais je n'ai rien trouvé qui ressemblait à la messe que j'avais vue, ou à la langue que j'avais entendue. J'ai parlé avec des utilisateurs, même sur R Conspiracy et X, j'ai même posté à ce sujet. Mais la plupart des gens ne m'ont pas cru. Un utilisateur m'a même traité d'infiltré. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de tout comprendre. Et dans une sorte de grand cercle, j'ai fini par revenir à la littérature d'auto-assistance, sur la guérison des traumatismes, ce que Laura avait toujours refusé de lire. J'ai essayé de lire tous les livres que je pouvais trouver, j'ai même suivi un cours en ligne pour se débarrasser des terreurs nocturnes. Mais rien ne m'a réellement aidé. Je vois encore cette torche chaque nuit, je sens encore la chaleur, j'entends encore les chants, et depuis, je n'ai plus jamais eu de rendez-vous amoureux. Ma méfiance s'est étendue à chaque interaction, même les plus simples. Parfois, je parle avec quelqu'un que je ne connais pas personnellement, et je m'interroge. C'était toi. Tu étais là? Et parfois, quand les choses vont vraiment mal, je pense à la personne avec la torche, celle qui, pour une raison inconnue, a choisi de ne pas allumer le feu sous moi. Et parfois, je me dis que je lui dois la vie. Puis, dans une perspective plus large, je me dis que cette personne est le meilleur ami que je n'ai jamais eu. Je balance entre une immense gratitude et une haine viscérale. Pas parce que je souhaite qu'il m'ait tué, mais parce qu'il m'a laissé coincé ici, à moitié vivant, avec une histoire que presque personne ne croit. Au centre-ville, il est arrivé à l'heure, a commandé un café noir et m'a posé des questions sur ma vie, mon travail, ma famille. Mon chien Milo, il écoutait vraiment. Il m'a dit qu'il travaillait comme mécanicien, qu'il adorait réparer les choses, et qu'il avait une sœur à laquelle il était très attaché. À la fin de la soirée, il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture et m'a embrassé. C'était doux, rapide et respectueux. J'ai conduit jusqu'à chez moi en souriant comme une idiote. Et pendant les 3 premiers mois, il était parfait. Il m'envoyait des textos du genre « Bonjour ».
Elle m'apportait de la nourriture à emporter quand je restais coincé tard au travail, et me surprenait avec des petites attentions. Un porte-clés en forme de la même race que Milo, une playlist de chansons que j'avais mentionnées et aimées. On passait nos week-ends ensemble, allongés sur mon canapé à regarder des films ou à faire des virées, jusqu'à la côte, juste pour marcher le long de la plage. Il me tenait la main, sa prise ferme mais chaleureuse, et je me disais, c'est ça, c'est exactement ce que je suis censé ressentir. Mais vers le 6e mois, les choses ont commencé à changer. Ça a commencé doucement. Il me demandait où j'allais si je sortais avec des amis. Son ton restait décontracté, mais ses yeux racontaient une toute autre histoire. « Je suis juste curieux », disait-il. Mais ce n'était pas de la curiosité. C'était comme s'il voulait me surveiller. Puis il a commencé à apparaître à l'improviste. Je pouvais être dans un bar avec des collègues, en train de rire autour de quelques verres, et je levais les yeux. Et il était là, debout près de la porte, me regardant. « Je voulais te faire une surprise, » a-t-il dit une fois, et il avait toujours ce beau sourire, mais ce sourire n'atteignait plus ses yeux. Il semblait froid. Et à 8 mois, la possessivité s'est transformée en quelque chose de bien plus sombre. On se disputait pour des broutilles, comme le fait que je ne lui réponde pas assez vite. Sa voix devenait basse, tendue, comme s'il retenait quelque chose. Une nuit, je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, après qu'il a explosé parce que j'étais allé dîner avec un collègue masculin. Il m'a attrapé le poignet, pas assez fort pour faire un bleu, mais assez pour me figer. « Tu n'as pas le droit de t'éloigner de moi », a-t-il dit. J'ai arraché mon bras, me suis enfermé dans la salle de bain jusqu'à ce qu'il parte. Le lendemain, il m'a envoyé des fleurs avec un mot. « Je suis désolé, je t'aime juste trop. » Je voulais le croire, mais ce nœud dans mon ventre me disait le contraire. Alors j'ai mis fin à tout au bout de 9 mois. Nous étions dans mon appartement et j'avais répété ma phrase toute la journée. « Brian, ça ne marche plus. J'arrête. » Et quand je l'ai dit, son visage s'est figé, comme si un interrupteur s'était éteint. Il m'a regardé, silencieux, pendant 1 minute entière, puis a éclaté de rire et a dit « Tu ne le penses pas ?» Quand je lui ai dit que si, il s'est levé, a attrapé sa veste et est sorti sans dire un mot de plus. J'ai verrouillé la porte derrière lui, les mains tremblantes, en espérant que ce soit la fin de l'histoire. Mais ce ne l'était pas. Dès le lendemain, les textos ont commencé « Tu me manques. Tu fais une erreur. » Ce n'est pas fini. Je les ai ignorés, supprimés. J'ai bloqué son numéro, mais il utilisait un autre. Je retrouvais des mots sur mon pare-brise, des choses comme « Parle-moi », écrits de sa main nerveuse et irrégulière. Une fois, je suis rentré chez moi, et il y avait une rose unique sur mon seuil, les pétales écrasés, comme s'il l'avait serré trop fort. Je l'ai jeté à la poubelle, vérifié 2 fois mes verrous, mais il a commencé à apparaître quand j'étais chez moi, ou au travail, ou en train de faire les courses. Je le voyais de l'autre côté de la rue, accoudé à sa moto, fixant ma fenêtre. Je le croisais au supermarché, à la salle de sport, au parc où je promenais Milo. Toujours à distance, toujours en train d'observer. Je lui disais de me laisser tranquille, mais il se contentait de sourire, de secouer la tête, puis de partir. Au bout d'un moment, même mes collègues ont remarqué. Un jour, mon patron m'a pris à part et m'a demandé si tout allait bien. J'ai menti. J'ai dit oui. Mais ce n'était pas vrai. J'ai arrêté de sortir, sauf si c'était nécessaire. Je garais ma voiture plus près du bâtiment. Je tenais mes clés entre les doigts en marchant vers ma voiture. Puis, les menaces ont commencé. Il appelait avec des numéros masqués et sa voix était très basse et glaçante. « Tu penses pouvoir te débarrasser de moi comme ça ? Ah, tu vas le regretter. » Je raccrochais, mais les mots restaient là, plantés dans mon esprit. Je suis allé voir la police. J'ai déposé une plainte. Mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, sans preuve de danger immédiat. Ils m'ont donné la carte pour demander une ordonnance restrictive, mais je savais que Ryan n'en aurait rien à faire de ce bout de papier. J'ai acheté une bombe lacrymogène. J'ai commencé à dormir avec une batte de baseball à côté du lit, et j'ai tout raconté à ma mère. Elle vivait à environ 1 heure d'ici, infirmière à la retraite, avec un caractère bien trempé. Elle m'a supplié de venir vivre chez elle. J'ai dit non, je ne voulais pas le laisser me chasser de ma propre vie.
J'ai essayé de continuer ma vie aussi normalement que possible. J'allais au travail, je promenais mon chien, je gardais la tête baissée. Les menaces continuaient, mais j'étais devenu doué pour les ignorer, pour faire semblant de ne pas avoir peur. Du moins, jusqu'à ce coup de fil, c'était un mardi en fin d'après-midi. J'étais à mon bureau quand mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu, pensant que c'était un client. C'était Ryan, sa voix était différente, plus froide, comme s'il avait soigneusement préparé chaque mot. Te tuer ne serait pas une punition suffisante. Il a dit, tu dois souffrir comme tu m'as fait souffrir. Alors, puisque tu m'as pris quelque chose de précieux, je vais te prendre quelque chose maintenant. Puis la ligne s'est coupée, et je n'avais jamais ressenti une peur aussi intense. J'ai attrapé mon sac, quitté mon bureau sans un mot, et couru jusqu'à ma voiture. Ma mère, c'était la seule personne dont il connaissait l'existence, la seule que je lui avais jamais mentionnée. Je l'ai appelée en conduisant comme une folle hors du parking. Ferme les portes à clé. J'ai dit quand elle a décroché, ne laisse entrer personne. J'arrive. Elle m'a demandé ce qui se passait, mais je ne pouvais pas expliquer. Je lui ai juste dit de rester en sécurité. Le trajet a été un flou. Mes mains étaient crispées sur le volant, si fort que mes jointures blanchissaient. Je vérifiais sans cesse mon rétroviseur, m'attendant à voir sa moto me suivre. Et puis, en arrivant dans sa rue, j'ai vu son camion. Ce truc noir cabossé, reconnaissable entre mille, garé près de son allée. J'ai appuyé sur l'accélérateur, me suis garé juste derrière lui, et sauté de la voiture, et couru jusqu'au chemin, et frappant à la porte si fort que l'encadrement tremblait. Je criais à ma mère d'ouvrir. La porte s'est ouverte, et elle était là, calme comme toujours, me regardant fixement. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Elle a demandé, je me suis précipité à l'intérieur, l'épaule cognant la sienne, et en entrant dans la cuisine, je l'ai vu, Ryan, assis à la table, sa veste posée sur une chaise, comme s'il était chez lui. J'ai eu envie de vomir. « Ah, il est arrivé il y a 1 minute, » a dit ma mère, fronçant les sourcils. « Il a dit qu'il était un de tes amis. »« Dégage !» j'ai dit, ma voix se brisant en cris. « Casse-toi d'ici !» j'ai hurlé. Il s'est levé lentement, délibérément, levant les mains comme s'il était innocent. « Je ne comprends pas ce qui t'arrive. » Il a dit, faussement charmant, « Je voulais juste passer un coup de fil. » Mais en attrapant sa veste et en se dirigeant vers la porte, il s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux et a fait un clin d'œil, comme pour dire « J'aurais pu, si j'avais voulu. » J'ai refermé la porte à clé derrière lui, les mains tremblantes, et j'ai tout raconté à ma mère. Chaque détail que je lui avais jusque-là épargné. Elle voulait que je reste dormir, mais je ne pouvais pas. J'avais besoin de mon espace, de mon combat. Je suis rentré chez moi. J'ai vérifié chaque pièce, chaque fenêtre, et je suis resté assise avec la batte sur les genoux jusqu'au lever du soleil. Et le harcèlement n'a pas cessé après ça. Il appelait, laissait des messages vocaux, parfois des menaces, parfois des excuses. Je trouvais son camion garé au bout de ma rue, vide, mais comme un avertissement. J'ai fini par obtenir cette ordonnance d'éloignement. J'ai continué à porter plainte. Mais c'était comme crier dans le vide. Il avait toujours une longueur d'avance, hors de portée. Et la police, inutile. Puis un jour, tout a semblé s'arrêter. Plus d'appels, plus de messages, plus de traces. J'ai attendu que le pire arrive, mais les semaines ont passé, puis 1 mois et rien. J'ai enfin senti que je pouvais respirer à nouveau, dormir sans cette stupide batte. Un après-midi au travail, je scrollais mon téléphone pendant la pause quand je l'ai vu. Une amie en commun avait posté une photo. Ryan, le bras autour d'une fille que je ne reconnaissais pas, souriant dans un bar. Elle avait l'air heureuse, insouciante. Elle me ressemblait. Je suis resté figé à regarder son visage, la façon dont il lui souriait, et j'ai eu la nausée. Je savais ce dont il était capable, ce qui arriverait quand le masque tomberait. J'ai pensé à la prévenir. Mais il saurait que c'était moi si j'utilisais mon vrai nom. Alors, j'ai créé un nouveau profil Facebook, un faux nom, pas de photo. Puis je l'ai cherché et je lui ai envoyé un message. Son profil était public, rempli de selfies et de publications sur son travail dans une garderie. J'ai tapé le message rapidement.
Fais attention à Ryan, il n'est pas celui qu'il prétend être. Partant que tu le peux. J'ai cliqué sur envoyer, vu qu'elle l'avait lu, puis je me suis déconnecté et j'ai supprimé le compte. Je ne sais pas si elle m'a cru. Je ne sais pas si elle va bien. Une partie de moi veut vérifier, creuser, mais je m'en empêche. Je suis libre de lui, pour l'instant du moins, et je crois que ça suffit. Je vérifie toujours 2 fois les serrures. Je regarde toujours derrière mon épaule quand je marche vers ma voiture, parce que je sais qu'il est quelque part là-dehors, et je sais qu'il n'oublie pas. Et d'un rire contagieux, Henri travaillait à la scierie en bas, près de la rivière. Ils n'étaient pas riches, loin de là, mais ils avaient ce qu'il fallait. Un petit potager derrière la maison, quelques poules, et un lit qu'ils partageaient, sous un couvre-lit cousu par la mère, de Lizzie. Je l'imagine, debout près du poêle, remuant une marmite de haricots pendant que Henri rentre du travail, ses bottes résonnant sur le parquet, ses vêtements imprégnés de sciure et de sueur. Ils étaient heureux. Ils avaient un avenir devant eux, fait d'amour, de famille, de douceur. Mais un après-midi d'été de l'an 1900, tout a basculé. Henri travaillait à la scierie, déplaçant des rondins, lorsqu'une chaîne s'est soudain rompue. Une pile de bois s'est effondrée sur lui. Une des poutres l'a frappé à la tête, lui ouvrant le crâne. Ses collègues l'ont transporté chez le médecin sur une civière, le sang traversant la bande qu'ils avaient nouée autour de sa tête. Le médecin a dit qu'il ferait tout ce qu'il pourrait, mais n'a rien promis. Lizzie est restée au chevet de son mari pendant des jours, lui tamponnant le front avec un linge humide, priant pour qu'il se réveille. Il a fini par ouvrir les yeux. Mais l'homme qui s'est réveillé n'était plus celui qu'elle avait épousé. Les médecins ont dit qu'il guérirait, que l'enflure diminuerait, mais ils ne l'ont pas averti pour le reste. Que la blessure avait brisé quelque chose de plus profond que l'os. Au début, Lizzie a remarqué seulement de subtils changements chez son mari. Mais au fil du temps, ils sont devenus très marqués. Il s'énervait pour un rien, des biscuits brûlés, une chaise mal rangée. Et quand Lizzie le mettait en colère, Henri serrait les poings, arpentait la maison comme un chien enragé, lui aboyant ses reproches au visage. Il a commencé à boire de plus en plus, sortant dans les tavernes jusqu'à des heures impossibles. Et parfois, il ne rentrait même pas. Lizzie restait allongée, écoutant les grillons dehors, se demandant où Henri avait bien pu aller. Quand enfin il rentrait, puant le whisky et le parfum bon marché, il la plaquait contre le mur par la gorge, si elle posait trop de questions. Une nuit, il l'a attrapée par les cheveux, lui a tiré la tête en arrière, les yeux fous et vides, lui crachant au visage « Tu ne me dois rien, femme ». Son souffle brûlant contre sa peau, elle a griffé ses mains, suffocant, jusqu'à ce qu'il la relâche et quitte la maison en tempêtant. Ce soir-là, pour la première fois, elle a verrouillé la porte de la chambre. Son cœur battait, si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait s'échapper de sa cage thoracique. Lizzie a prié de tout son cœur pour que les choses s'améliorent, pour que l'esprit de son mari guérisse. Mais avec le temps, il est devenu pire. Et, à l'horreur de Lizzie, Henri a commencé à voler les gens comme un vrai bandit de grand chemin. D'abord les ivrognes titubants hors des saloons, puis les commerçants en périphérie de la ville, à la fermeture. La rumeur s'est vite répandue. Henry Higgins n'était plus seulement un ivrogne violent. Il était dangereux. Il rentrait à la maison avec du sang sur les jointures, un sac rempli d'objets volés, riant comme si tout ça n'était qu'un jeu. Les gens de la ville murmuraient aussi au sujet de la femme, avec qui on l'avait vu, des filles du mauvais côté de la ville, qui prenaient l'argent d'un homme sans jamais lui demander son nom, Lizzie. Entendait tout. Chaque rumeur était une coupure de plus dans son cœur. Elle se rappelait l'homme qu'elle avait aimé. Et maintenant, elle vivait avec un inconnu. Un homme qui lui faisait peur. Le point de rupture est arrivé une nuit noire et glaciale. En hiver de l'an 1901, Henri a fait irruption dans la maison, son manteau déchiré, le visage couvert de boue. Il était ivre, il s'était battu et il écumait de rage. « Où est le putain de dîner, femme ?» a-t-il hurlé, renversant une chaise d'un coup de pied. Lizzie a essayé de le calmer. Mais à la simple suggestion qu'il puisse être responsable de ses propres malheurs, il s'est jeté sur elle. Il l'a attrapée par les cheveux, puis lui a fracassé la tête contre le mur. Une douleur fulgurante a explosé derrière ses yeux avant qu'elle ne s'effondre. Elle a levé les yeux et vu Henry, debout juste au-dessus d'elle,
ses bottes lourdes à quelques centimètres de son visage. Pendant un instant, elle a cru qu'il allait la tuer, mais non. Henry s'est contenté de cracher par terre, à côté de sa femme en sang. Puis il a claqué la porte en sortant de la pièce. Lizzie a raconté qu'elle était restée là, allongée, le goût du sang dans la bouche, et elle comprit qu'elle devait fuir. Elle n'avait pas grand-chose, juste quelques robes, un châle et une poignée de pièces, qu'elle avait cachées dans une boîte en fer sous le lit. Alors, elle attendit l'aube, le moment où Henry serait sûrement ivre-mort quelque part. Puis elle sortit discrètement par l'arrière de la maison. Elle marcha jusqu'à ce que ses pieds soient couverts d'ampoules et en sang, quémandant des restes à des inconnus et faisant de l'autostop sur des charrettes. Elle se moquait bien d'où elle allait. Il fallait juste que ce soit loin d'Henry. Quelques semaines plus tard, à moitié affamée et grelottante, elle arriva à Howe River, en Caroline du Nord, une petite ville tranquille, traversée par une rivière, avec une église perchée sur une colline voisine. Et c'est là qu'elle rencontra Benjamin Eckler. Ben était le pasteur de l'église, un homme dans la trentaine, avec des yeux doux et une voix qui portait quand il prêchait. Il trouva Lizzie affalée sur les marches un dimanche matin, sa robe sale, les mains tremblantes. Il ne posa aucune question. Il la fit entrer, lui donna une couverture et plaça un bol de soupe devant elle. Elle lui raconta son histoire petit à petit, par bribes, et il l'écouta sans jugement. Il la laissa rester dans une chambre d'amis au presbytère, et bientôt, elle l'aidait à réparer les bancs, à balayer le sol. Ils se rapprochèrent, plus qu'ils ne l'avaient prévu, et pendant un moment, où tous deux essayèrent d'ignorer ce qui grandissait entre eux. Mais Lizzie était toujours mariée, et Benjamin ne voulait pas franchir cette ligne. « Je ne peux pas être cet homme-là », lui dit-il un jour, d'une voix ferme mais douce. Et elle comprit, même si cela lui faisait mal. Alors elle attendit, et elle se battit. Elle écrivit des lettres à des avocats, obtint des attestations de personnes à Chattanooga, retrouva des témoins qui jurèrent que Henry l'avait battue et avait trahi ses vœux. Cela prit des années, mais finalement, au début du printemps de l'année 1902, un juge prononça l'annulation du mariage de Lizzie, le déclarant nul et non avenu. Elle était libre. Cet été-là, Lizzie et Benjamin se marièrent dans l'église où ils s'étaient rencontrés. Ce fut un petit mariage, juste quelques habitants de la ville, une croix en bois sur le mur et des vœux qu'ils prononcèrent avec sincérité. Puis, un an plus tard, en 1903, elle donna naissance à un garçon nommé Samuel. C'était un bébé calme, avec les cheveux foncés de son père et les yeux bleus brillants de sa mère. Et pendant un moment, la vie était belle. Ils avaient une petite maison près de la rivière, avec un porche où Lizzie s'asseyait pour regarder Samuel jouer dans le jardin. Benjamin rentrait de l'église, l'embrassait sur le front et ils dînaient ensemble. C'était leur petit coin de paradis. Mais à l'automne de l'année 1905, le désastre frappa. J'imagine Lizzie dans la cuisine. Lorsqu'elle entendit les chevaux, le bruit des sabots frappant la terre de plus en plus fort, jusqu'à s'arrêter juste devant sa maison. Elle s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha de la fenêtre pour écarter les rideaux. Ils étaient 6 hommes, peut-être 7, tous à cheval, leurs visages masqués par les larges bords de leurs chapeaux. L'un d'eux descendit de cheval, ses bottes touchant le sol. Puis Lizzie entendit sa voix, rauque et familière, comme une lame raclant de la pierre. « Lizzie, t'es là, femme ?» En entendant son nom, son estomac se serra. Elle n'avait jamais oublié cette voix, cette façon qu'elle avait de passer du rire au grognement en un battement de cœur. C'était son ex-mari, Henry Higgins. Lizzie recula de la fenêtre, les mains tremblantes au point de faire tomber une assiette qui se brisa sur le sol. Le petit Samuel se mit à pleurer dans la pièce voisine. Les hommes dehors rirent, et Henry cria de nouveau « Sors, femme! Ça fait longtemps que je te cherche !» La porte trembla sous les coups. Lizzie se figea. Elle entendait le cliquetis des éperons, le cuir qui grinçait, les murmures graves de la bande. Ils n'étaient pas là pour discuter. Ils étaient là pour l'emmener, ou pire. Son esprit repartit à Chattanooga, aux nuits passées recroquevillées sous les pointes d'Henry. Et maintenant, il était là, avec des hommes prêts à tirer avant de poser des questions. Les murs semblaient se refermer, sa poitrine se serra, elle n'arrivait presque plus à respirer. Soudain, son mari actuel entra précipitamment dans la pièce.
Le visage de Benjamin était pâle, mais déterminé. Il attrapa un fusil de chasse dans le coin, celui qu'il utilisait pour la chasse, et se posta près de la fenêtre. « Lizzie, dit-il d'une voix basse et urgente, prends Samuel, et quand je te le dis, tu sors par derrière. » Elle voulut protester, mais il la coupa. « Attends le coup de feu. Ils seront distraits. Ensuite, tu cours. Et ne te retourne pas. » Lizzie hocha la tête, les larmes lui piquant les yeux, et prit Samuel dans son berceau. Le garçon geignit, s'accrochant à son cou. Puis elle se glissa vers la porte de derrière pour attendre le signal. Benjamin épaula son fusil, écartant légèrement les rideaux pour viser. Dehors, Henri faisait les 100 pas. « Tu peux pas te cacher éternellement. »« Lizzie ?» Il tira un coup de pistolet en l'air, la détonation déchirant la nuit. Benjamin la regarda, les yeux fermes malgré la peur. « Je t'aime, Lizzie, » dit-il. Puis il appuya sur la détente. Le fusil tonna, la vitre explosa, et Henry Higgins s'écroula mort. La bande hurla, des coups de feu éclatèrent dans tous les sens, tandis que Lizzie s'enfuyait par l'arrière. Elle courait aussi vite qu'elle le pouvait, son bébé serré contre elle, ses pieds nus frappant la terre froide. Et elle ne s'arrêta pas pour voir si Benjamin avait survécu. Elle ne pouvait pas, il n'y avait pas le temps. Elle continua à travers les arbres jusqu'à la rivière, jusqu'à ce que les tirs s'éloignent derrière elle. Avec rien d'autre que son fils et les vêtements sur le dos, elle partit vers le nord, voyageant à pied et portée par la bonté des autres, jusqu'à Richmond, en Virginie. C'était une ville bien plus grande que Haw River, un endroit où elle et son fils pouvaient disparaître. Elle trouva du travail dans une usine de couture, loua une petite chambre au-dessus d'une boulangerie et s'assura que son fils reçoive une bonne éducation. Samuel grandit là-bas, un garçon qui n'avait jamais connu son père mais qui portait cette même force tranquille. Lizzie l'éleva seule, lui racontant l'histoire du courage de Benjamin et comment il leur avait sauvé la vie à tous les deux. Elizabeth Talbot finit par s'éteindre paisiblement dans son sommeil. Au cours de l'année 1940, à ce moment-là, Samuel était devenu un homme avec sa propre famille. Et lorsqu'il fut prêt, il transmit l'histoire à ma grand-mère, qui me la raconta quand j'étais enfant, assis sur ses genoux. Cela fait presque 100 ans depuis cette nuit à Haw River. Et tous ceux qui y étaient ont depuis longtemps disparu. Mais l'histoire de la peur de Lizzie, du sacrifice de Benjamin et de la vie qu'ils ont bâtie avant que tout s'effondre, cette histoire vivra à jamais. Je pense souvent à elle, courant dans l'obscurité avec mon arrière-grand-père dans les bras, et je me demande où elle a trouvé la force de continuer. Peut-être que c'était l'amour, ou peut-être que c'était juste l'obstination. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, à taper ce texte et à garder son histoire vivante pour une autre génération. Merci les amis d'avoir écouté. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines narrations.